Senzenina, 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 Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, nous allons continuer notre série de vidéos sur la traite négrière transsaharienne ou bien arabe. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans notre nation. C'était quoi la traite transsaharienne et maritime et pour quelles raisons? Alors, d'abord, qu'est-ce que la traite arabo-musulmane? Nous allons juste prendre des articles. La traite négrière arabo-musulmane. Donc, il dit ici, la traite arabo-musulmane est constituée de deux traites. La première traite est la traite transsaharienne qui a lieu à travers la région du Sahara, à travers la déportation des Africains de l'Ouest vers les pays méditerranéens d'Afrique du Nord. Il dit ici la deuxième traite est la traite orientale. Donc, il y a la traite transsaharienne, il y a aussi la traite orientale. Par la déportation des Africains de l'Est et du Centre vers le Proche et du Moyen-Orient et l'Asie. Je vous mets ici cette carte pour que vous puissiez comprendre ce qu'il dit exactement. Donc, il a dit que la première traite est la traite transsaharienne, donc qui a lieu à travers la région du Sahara. Donc, voici la région du Sahara. À travers aussi la déportation des Africains de l'Ouest vers les pays méditerranéens du Nord, donc du Sahara vers les pays méditerranéens. C'est ici les pays méditerranéens. Si c'était aujourd'hui, ce sont les pays du Maghreb. Donc, comme vous le voyez ici, Tunisie, Maroc, Algérie, ici Mauritanie, etc. Donc, c'est ça la première traite et la traite qui s'appelle la traite transsaharienne. Il dit la deuxième traite est la traite orientale. Par la déportation des Africains de l'Est, donc vous voyez les pays de l'Afrique de l'Est. C'est à ce côté-ci. Donc, il dit vers le centre. Le centre, c'est au côté du Darfour. Ici, c'était Zanzibar à l'époque. Vers le Proche-Orient. Donc, vous voyez, on les achemine ici vers la Somalie. Et ensuite, vers le Proche-Orient, Yémen, Arabie Saoudite, ici, Syrie, etc. Ce sont les pays du Proche-Orient et de l'Asie. Donc, on continue. Donc, ça, c'est la traite maritime de l'océan Indien jusqu'à l'Asie, notamment l'extrême-orient. Voilà, vers la Chine, l'Inde, ainsi de suite. Ces routes nous ont aussi rappelé, bien expliqué par Eliki Amboloko dans son ouvrage intitulé L'Afrique noire, Histoire et civilisation. Dans le tome 1, il explique 3 courants de traite. Donc, page 167-168. Les régions africaines du trafic. Un premier courant de traite, probablement le plus important, reliait la côte orientale de l'Afrique avec l'Arabie. Donc, la côte orientale de l'Afrique avec l'Arabie. Les esclaves n'y entraînaient que
comme l'une des marchandises parmi les plus recherchées, les autres étant l'ivoire, l'or et même le bois. Donc, il dit ici la côte orientale de l'Afrique vers l'Arabie. Donc, essayons de voir sur la carte la côte orientale. Donc, c'est ici la côte orientale. Vous voyez. Donc, tout ça, ça fait partie de l'Afrique orientale. Donc, de l'Afrique de l'Est. Somalie, Éthiopie, Libye, etc. Le vert là, en fait, vers l'Asie, Yémen, Arabie, ici c'est l'Arabie Saoudite, la Syrie, ici le Qatar, ainsi de suite, et vers les autres pays de l'extrême orient. Il continue ici un deuxième courant de traite, sans doute à double sens, dans lequel le commerce se mêlait à des calculs politiques et à des opérations militaires. Calculs politiques, opérations militaires, donc des razzias. Vous voyez, c'était établi de longue date entre l'Arabie et la Corne de l'Afrique, plus particulièrement l'Abyssinie. Et donc, il reprécise encore. Donc, c'est ici la Corne de l'Afrique. Somalie vers l'Éthiopie, l'Abyssinie, ensuite. Voilà, c'est ici l'Afrique de l'Est. Donc, c'est ici la Corne de l'Afrique. Voilà. Il continue. Un troisième axe d'approvisionnement en esclaves se développa vers l'ouest, mettant l'Africain et le Maghreb en rapport continu avec le Soudan central et occidental grâce aux voies transsahariennes. Là aussi, il précise, voici les zones qu'il parle en question. Donc, vous voyez, c'est ici l'Africain. Donc, l'Africain, c'est l'Afrique en fait. Mais ici, il s'agit de l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. Donc, le Maghreb, c'est tout ce qui tourne autour d'ici. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, et même une partie de la Mauritanie, une partie de la Libye, etc. Donc, c'est ça les pays du Maghreb. Donc, vous voyez l'Afrique occidentale vers la Sicile, en Europe du Sud. Vous voyez l'Afrique occidentale vers l'Espagne. Donc, on verra ici à côté la Turquie. Voilà, parce que les Turcs ont joué un rôle très important dans la traite transsaharienne. Ici, vous voyez ici dans le centre vers l'Égypte, le Kanem, ainsi de suite, le Darfour, tous ces pays, toutes ces routes qui vont s'acheminer vers l'Égypte et les Arabes continuent vers la Syrie. Donc, c'est ça en question, la traite transsaharienne et la traite orientale. La traite transsaharienne, c'est à côté d'ici, et la traite orientale, c'est à côté d'ici. Il englobe certes, cet côté même. Et la traite maritime, c'est dans l'océan Indien. Continuons. Donc, dans cet article publié par Roger Bott, intitulé Les réseaux transsahariens de la traite de l'or et des esclaves au Moyen-Âge, 8e et 11e siècle. Là aussi, il fait un portrait des routes transsahariennes de l'époque. Et il dit ici, à la page 10, les sources cependant mettent clairement en évidence le fait suivant. Du 8e au 11e siècle, les Berbères ibadites détinrent le monopole sur les 3 grands faisceaux de route transsaharienne nord-sud, reliant le Maghreb à l'Afrique. Donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure. À l'est, au centre et à l'ouest. C'est seulement à partir du 8e siècle qu'apparaissent des informations significatives sur ces axes commerciaux transsahariens. L'intérieur des contacts avec le Soudan, donc le Soudan, vous le comprenez, je pense, c'est l'actuel Mali en tout cas, et tous ses environs, revient incontestablement à la voie qui, passant par Zawiya ou Fezzan, traversait le Djabal Nafoussa
dont la ville principale, Juda, comportait une nombreuse population juive et rejoignait le lac Tchad et le Niger par le Kawar et le Kanem. Les routes translibyennes à partir de la profonde échancrure du golfe de Syrie permettaient un immense gain de temps, 2100 km de sur au lac Tchad, soit 1000 km de moins que les routes Taher, Gao et Fès, Ghana, et encore plus de 500 km de différence au départ de Tripoli en faveur de cette voie. Là aussi, il nous donne des aperçus sur les routes de la traite transsaharienne. Alors, on va voir toujours dans l'ouvrage qu'on a consulté tout à l'heure, Telikia Mboloko, à la page 69, il dit des choses très importantes. Voilà. L'exploitation négrière du pays des Indes fut facilitée par les contacts commerciaux que les habitants d'Oman entretenaient avec la côte orientale de l'Afrique et fut accélérée par la colonisation omanique de cette côte. Selon certaines traditions, celle-ci n'aurait été le résultat de plusieurs vagues migratoires amenant chacune une masse plus ou moins importante de réfugiés fuyant les persécutions religieuses. Donc ici, ça confirme ce que je disais dans la vidéo précédente, que ce n'est pas tous les musulmans qui étaient des esclavagistes. Je ne peux pas affirmer que tous les esclavagistes n'étaient pas des musulmans, mais la grande partie de ces négriers n'étaient pas des musulmans, parce que certains étaient des réfugiés, certains avaient fui l'Asie ou partout sur les persécutions de ces califes, notamment les califes omeyyades. Il continue, une première vague aurait amené vers 694 deux frères, Soleimani et Saïd, héritiers du lignage des Azd et évincés d'Oman par les troupes du calife Abdul Malik, 684-705. En 740, à la suite d'un schisme parmi les chiites, un deuxième contingent de musulmans adeptes de la Zédia, c'est-à-dire les Zédia, vient se réfugier sur la côte d'Afrique orientale. En 920, d'autres fugitifs vinrent fonder les villes de Mogadiscio et Barava. Toujours au Xe siècle, le cycle de Hassan ibn Ali raconte l'odyssée de Hassan, fils du sultan de Shiraz et d'une esclave abyssinie. L'Abyssinie, c'est l'actuelle Éthiopie, qui gagna à son tour la côte de l'Afrique et fonda entre autres les établissements de Mombasa, Pemba, Johanna dans les Comores et finalement Kilwa. Selon d'autres traditions, toutes les villes côtières d'Afrique orientale furent fondées à l'initiative d'un seul homme, le calife Abdul Malik, qui avait entendu parler du pays des Indes et qui désirait d'étendre ses possessions et résidant lui-même à Damas, donc en Syrie, aurait demandé à des Syriens d'aller y fonder des comptoirs commerciaux. Ce que ces diverses traditions montrent, c'est l'intérêt économique croissant de la côte orientale de l'Afrique. En fait, le processus réel du peuplement ne fut pas celui d'une arrivée massive ou d'une série de migrations spectaculaires. Il y a eu plutôt un peuplement progressif comprenant principalement des apports persans et arabes. Ce fut à partir de ces villes côtières que le commerce négrier s'organisa. Donc, Abdul Malik, c'était une des khalifes de la dynastie des Omeyyades. Donc, juste après
quelque temps après la mort du prophète et après l'assassinat d'Ali et de ses fils, les gendres, Ali le gendre du prophète. Ils ont assassiné Ali, ils ont assassiné les fils de Ali, Hussein et Hassan, et ensuite ils ont arraché le pouvoir, ils ont fondé leur dynastie en Syrie. Et donc là, ils vont fonder des villes un peu partout dans l'Afrique orientale pour organiser le commerce négrier. Il continue ici, un deuxième axe d'échange s'était mis en place dès le milieu du 7e siècle et reliait l'Égypte et la Nubie. Dans la foulée de leur conquête en Égypte, les troupes musulmanes pénétrèrent en Nubie et menacèrent le royaume de Dongala, qui se résigna à conclure en 651 ou 652 un traité de paix, connu sous le nom de Barth. Alors, c'est le fameux Barth qu'on avait parlé dans les vidéos précédentes. Et instituant des courants réguliers d'échange entre la Libye et l'Égypte. Après avoir proclamé une sauvegarde et une trêve continue entre les Nubiens et leurs voisins musulmans habitant la Haute-Égypte, ainsi que les autres musulmans et gens à protéger. Le traité énumérait les conditions auxquelles les Nubiens devraient se soumettre pour bénéficier de cet état de non-belligérance, assurer la sécurité de tout musulman ou protéger qui visiterait la Nubie ou la traverser. Et ce, jusqu'à ce qu'il en fit partie. Protéger les mosquées que des musulmans auraient à construire en Nubie et prendre soin de les balayer, d'en assurer que l'éclairage et les vénérer. Donc ça, c'est la partie visible. Mais la partie obscure de ce traité, nous allons le voir ici. Donc, l'émir Abdallah Ben Saïd fut chargé des négociations avec le roi nubien Khalidullah en 652 du nord de Barth. Un extrait fut conclu en ces termes. Article 1. Traité accordé par l'émir Abdallah Ben Saïd au roi, ici c'est au roi de Nubie, et à tous ces sujets auxquels tous les Nubiens, depuis les frontières d'Alois, sont tenus à se conformer. Nous allons juste nous intéresser à l'article 5. Il dit, vous livrez chaque année 360 esclaves des deux sexes qui seront choisis parmi les meilleurs de votre pays et envoyés à l'imam des musulmans. Tous seront exempts de défaut. On ne présentera ni vieillard décrépit, ni vieille femme, ni enfant au-dessus de l'âge de la puberté. Vous les remettez au gouverneur d'Aswan. Voici la côté obscure du traité, le fameux traité du nom de Barth. Voyons ce que Tidjane a dit ici dans son ouvrage Génocide voilé. Donc, dans cet ouvrage, page 22, 23, 24, il dit ici, car dès le 7e siècle de notre ère, les Arabes ayant conquis l'Égypte allaient y asservir de nombreux peuples venant de la Nubie, de Somalie, du Mozambique ou d'ailleurs. Au cours de la première expansion islamique, les Nubiens avaient été durement secoués par les foudroyantes attaques des forces arabes. Ils se défendirent courageusement, mais devant une supériorité numérique et la détermination des soldats du djihad, la guerre sainte contre les incroyants, ils préférèrent négocier la paix en concluant en 652 un traité connu sous le nom de Barth. C'est à partir de ce traité du nom de Barth que la traite négrière fut initiée et organisée pour la première fois par les Arabes. Donc,
le roi Abdallah bin Saïd imposa aux Nubiens une livraison annuelle d'esclaves, de centaines d'esclaves. La majorité des hommes ainsi capturés provenaient des populations du Darfour, donc vers le centre de l'Afrique. Par la suite, les Arabes, après s'être détournés de la Nubie, leur premier réservoir d'esclaves, c'est-à-dire leur quête au reste du continent africain. Cependant, tout débuta au Darfour, où ce système d'exploitation semble ne jamais avoir réellement cessé, reflétant un mépris persistant des Arabes envers les populations noires qui s'exprime encore aujourd'hui de manière tragique. Donc c'est pourquoi Tidjane Ndiaye continue toujours. Il dit ici en fait, le Barth conclu en 652 par l'émir général Abdallah Ben Saïd fut le premier de départ d'une énorme fonction humaine qui sera effectuée non seulement dans toute la bande soudanaise, mais aussi dans l'océan Atlantique à la mer Rouge, en passant par l'Afrique orientale. Il continue cette fonction pratiquée soit localement, soit bien au-delà des régions du monde musulman, se prolongera du 7e au 19e siècle sous nos yeux au Darfour, avec son nom de massacre, pour ne pas parler de génocide. Donc, vous voyez comment c'était débuté l'esclavage ou bien la traite orientale. Il continue. Les Arabes, bien avant les Européens, allaient ainsi opérer une interminable guerre sainte avec ses razzias sanglantes, ruiner les populations pour la grande gloire des arènes de l'Orient. Cette traite fournissait des enfants, des femmes et des hommes tirés de l'intérieur du continent noir. La demande d'esclaves du monde arabo-musulman entraîna la mise en route de deux courants de traite. L'un terrestre conduisait les captifs du subcontinent au nord à travers le Sahara transsaharien. L'autre maritime acheminait les captifs des ports de la côte et de l'Afrique jusqu'en Orient oriental. Donc vous voyez ici les deux traites, comme nous l'avons vu précédemment. Nous verrons plus loin que les contrées qui profitaient le plus de cette infamie étaient essentiellement la Turquie, l'Égypte, la Perse, l'Arabie, la Tunisie et le Maroc. Les Arabes avaient ainsi ouvert une voie balisée d'humiliation, de sang et de mort, qu'ils seront les derniers à refermer officiellement au XXe siècle, longtemps après les Occidentaux. On peut voir cet ouvrage, La traite orientale, histoire des chasses à l'homme organisées en Afrique depuis 15 ans, de Berly Félix Etienne, publié en 1870. Il dit à la page 14 ceci. La chasse à l'homme se fait sur 3 points à la fois, sur les côtes orientales de l'Afrique, dans la haute vallée du Nil et dans les régions du Soudan qui entourent le lac Tchad. Ce dernier théâtre est le point et le moins connu de tous. Donc, lui aussi, il dit que la traite se faisait notamment entre les trois lieux, les côtes orientales de l'Afrique, dans les hautes vallées du Nil, il y avait aussi dans la région du Soudan. Comme on l'a expliqué tout à l'heure ici. Donc, vous voyez la côte orientale, c'est ici. Donc, l'Afrique. La haute vallée du Nil, vous voyez, c'est le Nil prend ses sources à ce côté-ci, jusqu'à ici, jusqu'en Égypte. Aussi les régions du Soudan. Donc, c'est à partir de Darfour ici. Vous voyez. Donc, après avoir instauré la traite, nous allons maintenant
expliquer comment les négriers ont transformé l'Afrique en sang et en enfer, ainsi que les conditions des esclaves rasés par les Arabes de l'époque. Donc, voyons ici Thomas Buxton. Dans son ouvrage intitulé De la littérature de la traite des esclaves en Afrique. Donc, il était président du comité de la Société pour l'extinction de la traite et la civilisation de l'Afrique. Donc, il a expliqué dans son livre un témoignage de Lyon sur comment les conditions des voyages ont été si cruelles et inhumaines en Afrique avec les Arabes. À la page 111, 116, 117. Il dit ici, voici ce que dit Lyon en parlant de la route du désert. Quant aux enfants hors d'état de marcher, on les jette sur les chameaux avec le bagage, mais ils ont seulement 5 ou 6 ans. Les pauvres petites créatures sont obligées de trotter tout le jour. Lorsque même on est 14 ou 15 heures sans faire arrêt. Comme je l'ai vu quelquefois, la pitance journalière consiste en une mesure de date le matin et le soir, une demi-mesure de farine cuite dans une marmite. Donc, il explique ici la condition des Africains pendant le trajet. Donc, toujours dans cette page, il explique des choses très importantes. Il continue, ce sont là autant de crimes capitaux. En vain, ces pauvres créatures chercheraient à s'excuser sur un excès de fatigue. Rien ne peut leur épargner une flagellation en outrance. Jamais un esclave n'ose être malade ou hors d'état de marcher. Mais si l'infortuné vient à succomber, le maître soupçonne qu'il y avait nécessairement chez lui quelque mal intérieur et regrette de ne lui avoir pas largement appliqué le remède usité, qui consiste à leur brûler le ventre avec un fer rouge, manière de justifier à leurs propres yeux les traitements cruels qu'ils font subir à ces malheureux. Ces détails sont confirmés par Kay, qui, dans la relation de son voyage à travers le désert, en revenant de Tombouctou, rapporte le trait de barbarie ci-après. Donc, ce fameux facte du nom de Barth, comme tout autre de ce genre, a comme conséquence des razzias, des captifs, l'insécurité, mais aussi l'apparition des guerres tribales entre les peuples africains. Par exemple, comme nous le démontre ici Buxton, à la page 89-90. Il dit ici le commandeur Owen, chargé en 1823 et 1824 d'une exploration des côtes de l'Afrique occidentale, dit que les richesses de Kiliman consistaient en or et en argent, quoique en petite quantité et principalement à une abondance de grains telle qu'elle pouvait en fournir à la province de Mozambique. Mais l'introduction de la traite y a complètement paralysé l'industrie. Et fait de ces lieux où régnait autrefois l'agriculture et la paix, notez bien, un théâtre de guerre et de carnage. Les tribus ennemies les uns des autres ne sont plus occupés maintenant qu'à s'attaquer et à se faire des prisonniers pour les vendre comme esclaves aux Portugais. Donc, avant la traite, qu'est-ce qui était ici en Afrique? Donc, autrefois, l'agriculture
et la paix. Mais après la traite, qu'est-ce qu'on a? Des razzias et des carnages. Des carnages et des guerres. Et donc, parce que il y a la traite, il y a le carnage et la guerre, que les tribus deviennent ennemis progressivement et commencent à s'attaquer pour défendre leur famille. Et certains s'en profitent pour vendre des esclaves aux Portugais. Il continue. Page 109. Woolnote, qui lui-même, à une certaine époque de sa vie, se livra à la traite sur la côte d'Afrique, fait la déclaration suivante. Je crois fermement que la plus grande partie des guerres qui ensanglantent l'Afrique cesserait dès le moment où les Européens renonceraient eux-mêmes à exciter les peuples les uns contre les autres, en leur offrant des marchandises en échange de leurs prisonniers. Donc, ici, il parle des Européens, mais c'est toujours dans la même logique. Pour comprendre cela, nous allons prendre l'ouvrage de Thomas Clarkson qui a mentionné cette technique, mais ici, il parle aussi toujours des Européens en se basant sur les conclusions d'une commission d'enquête parlementaire pour vous montrer comment la traite négrière était si complexe. Donc, dans son ouvrage intitulé Le cri des Africains contre les Européens, leurs oppresseurs, donc publié en 1821, il dit à la page 7 et 8, il dit les capitaines des vaisseaux négriers européens ont encore un autre moyen de s'assurer du paiement de ce qui leur est dû. Ils confient des marchandises à des facteurs noirs qui les transportent dans l'intérieur des terres et qui doivent revenir avec un nombre déterminé d'esclaves. Cependant, les capitaines ont sauvé de se faire remettre par le facteur plusieurs de ses enfants ou d'autres membres de sa famille, c'est-à-dire qui sera en quelque sorte une garantie. Formant la valeur des marchandises confiées, ils les prennent en otage à bord de leur propre navire. Et si les stipulations ne sont pas rigoureusement remplies, ils ont le droit de les amener comme esclaves. Alors les facteurs commencent leur tournée. Ils mettent dans leur opération toute la promptitude possible, l'amour de leur famille et pour eux, un stimulant puissant qui les excite à ne pas perdre de temps et à revenir à l'époque désignée. Mais hélas, il arrive bien souvent qu'ils sont eux-mêmes pris dans leur voyage et vendus comme esclaves. Et si tandis qu'un navire les entraîne à un cruel esclavage, un autre navire amène leur famille innocente et infortunée. Mais nous ne fournirons pas si nous voulions raconter. Nous finirons pas si nous voulions raconter tous les actes de fraude, de violence, d'injustice consignés dans le résumé des interrogatoires relatifs à la traite et qui servent à alimenter le commerce audio. Qu'on se figure quelle doit être leur effrayante efficacité, puisqu'il a été prouvé que le nombre des esclaves transportés d'Afrique aux Indes occidentales s'élevait de 60 000 à 100 000 par année. Donc, il explique ici que les facteurs dont il est question ici, ce sont les Africains, mais les Africains impliqués dans le trafic des esclaves. Mais impliqués comment? Les capitaines des navires négriers européens avaient recours à une méthode
cynique pour garantir le paiement dû. Il confiait des marchandises à des intermédiaires africains chargés de les transporter à l'intérieur des terres, de les vendre en échange un nombre précis d'esclaves. En prenant en otage les membres de la famille de ces intermédiaires, une garantie en quelque sorte. Les capitaines s'assuraient ainsi que les biens étaient amenés, les biens confiés seraient récupérés. Si les conditions n'étaient pas remplies, alors les otages étaient amenés comme esclaves. Donc, cette pression considérable contraint ces Africains à devenir subitement des trafiquants pour sauver leur famille. N'ayant guère d'autre choix, malheureusement au cours de ces missions, bon nombre d'entre eux ont été capturés et vendus comme esclaves. En conséquence, les familles commencèrent à se méfier petit à petit. Donc, de se méfier. À chaque fois une personne manque dans les familles concernées, les tribus s'accusent. Les rancune commencent à apparaître dans les tribus pour protéger les familles. Progressivement, les guerres verront le jour en Afrique. L'insécurité s'installe et les négriers vont s'en profiter pour faire plus d'esclaves. Donc, je le répète, la traite négrière, c'était la guerre. Il n'y a jamais eu d'association ou des accords consentis entre, que ce soit les Européens, les Asiatiques, mais entre eux et les Africains, il n'y a jamais eu de consentement. Mais les négriers vous imposez et si vous refusez, ils montent un autre royaume, c'est-à-dire un royaume ennemi contre vous et votre royaume, ou ils utilisent d'autres méthodes. Mais si vous refusez, vous exposerez forcément à des représailles. C'était ça la traite et c'est ça qu'on appelle la mafia. Que ce soit roi nubien ou autre roi, il ne pouvait pas freiner, voire refuser la traite, car il avait des psychopathes, des gens soif du sang en face d'eux. Donc, Joseph Kopo, qu'on a vu dans les vidéos précédentes, qui était un abolitionniste, Kakour et écrivain. Donc, il a écrit un ouvrage intitulé Un continent perdu, où l'esclavage et la traite en Afrique, publié en 1875. Il dit à la page 8 dans la préface, il dit, notez bien, les guerres qui désolent l'Afrique viennent du dehors. C'est le brigandage des chasseurs d'esclaves qui les allume et les nourrit. Il continue à la page 19. Presque toutes les guerres sanglantes qui dépeuplent et qui désolent ce continent prennent leur origine ailleurs. Dans les pays où les esclaves sont conduits, sans doute, il s'élève des querelles particulières entre les tribus. Mais de près ou de loin, la plupart tiennent à des réclamations avant tout profitables au débit des esclaves. En effet, les guerres qui ne concernent pas ce honteux commerce sont si rares, vous voyez bien, qu'on peut les négliger dans l'étude de la question africaine. Donc, le commerce ou bien la traite négrière égale à la guerre. Parce que si la traite n'existe pas, si la traite n'existait pas, donc l'Afrique ne connaisserait jamais les guerres qu'il a connues. Donc, dans la traite orientale, Bourdieu a dit quelque chose de très important sur la question. À la page 14, la page qu'on a vue tout à l'heure, il dit ici les convois arrivent du Borno en franchissant le désert et de l'oasis du Fezzan se replient du côté de l'Égypte. Le trafic
du Haut-Nil est plus intéressant pour nous. Parce que les hommes qui le font en déguisant le brigandage sous les apparences d'un commerce régulier appartiennent aux nations les plus civilisées d'Europe. Il n'y a là non seulement des Égyptiens ou des Turcs, mais encore des Autrichiens, des Italiens, des Anglais et des Français. Donc vous notez bien comment le commerce était si cruel, mais était si international. Il ajoute à la page suivante, jusqu'à ces lacs parviennent en même temps les négriers arabes partis de la côte de Zanzibar. C'est la frontière du troisième théâtre de la traite orientale. Celui-ci s'étend de l'entrée de la mer Rouge jusqu'aux possessions portugaises de Mozambique. Il est exclusivement exploité par les Arabes. Ainsi, chacune de ces routes parcourues par la traite est réservée pour des chasseurs différents. Vers le Tchad, c'est le nègre qui chasse le nègre. Sur les rivages de l'océan Indien, c'est une lutte entre la race arabe et la race noire. Dans le bassin du Nil, le chasseur venu de notre monde civilisé, donc de l'Europe. Il faut aussi noter que lui était un extrémiste blanc. Donc, continuons. Notre monde civilisé, il apporte la dernière perfection de nos armes et de nos vices. Les moyens et les principes ne sont pas moins divers que les races de chasseurs, tantôt les razzias se font comme une guerre. Donc notez bien, tantôt elles se dissimulent sous des opérations de commerce. C'est la politique ou la loi du Coran qui les ordonne. Je dirais la politique, la loi du Coran, on y reviendra dans les derniers épisodes de cette série. Partout, elles sont affreuses, entourées de misère et de sang. De la littérature, de la traite des esclaves, toujours de Thomas Buxton. Page 82. Des documents publics, les enquêtes parlementaires et les ouvrages des voyageurs attestent que la principale et presque la seule cause de guerre dans l'intérieur de l'Afrique est le désir de se procurer des esclaves pour la traite. Et que, pour y parvenir, tous les genres de violence sont mis en œuvre, depuis l'invasion d'une armée jusqu'au guet-apens d'un individu isolé. Il ne s'arrête pas là. À la page suivante, il évoque un témoignage de Lord Muncaster dans ses excellentes esquisses historiques sur le commerce des esclaves, où il donne l'analyse de l'enquête faite en 1790 devant le conseil privé et la chambre des communes. Il dit ceci. La traite n'a rien perdu de ce qu'elle avait de plus révoltant et qu'elle a continué d'offrir et offre encore en ce moment les plus atroces circonstances. Alors il continue. Bruce, qui voyageait en 1770 dans l'Abyssinie, en Égypte, s'exprime ainsi qu'il suit en décrivant les chasses aux esclaves qui s'y faisaient alors. Tous les hommes faits sont tués, puis mutilés, les lambeaux de leurs cadavres étant toujours emportés comme des trophées de victoire. Plusieurs des vieilles femmes sont aussi égorgées, tandis que d'autres, dans la frénésie de la terreur et du désespoir, se tuent entre elles. Les garçons et les filles d'un âge plus tendre sont ensuite emmenés en triomphe avec toute la brutalité digne d'un semblable exploit. À la page 84-85, on attaque au village pendant la nuit et, si on le juge à propos, pour augmenter
la confusion, on y met le feu. Les malheureux habitants, ainsi surpris, s'enfuient tout nus pour se soustraire aux flammes. On les saisit au passage et on les amène le plus ordinairement. Ce sont les naturels qui se livrent les uns contre les autres. À ces actes de brigandage qu'ils exercent sur une plus ou moins grande échelle, suivant la puissance et le nombre des océans, et selon qu'ils sont montés, plus ou moins de bâtiments à la côte. Cette coutume est si générale sur tout le continent de l'Afrique qu'il n'y a de sûreté possible ni pour les propriétés ni pour les personnes. Tout homme qui a amassé une fortune au-dessus de l'ordinaire ou qui a une famille nombreuse dont la vente peut permettre un gain considérable allume dans le corps du chef près duquel il a su demeure les mêmes désirs, s'excite chez la bête féroce la vue d'une proie qui peut lui convenir, et il vit lui-même dans un état de méfiance et de terreur continuelle. Donc, où est-ce qu'on les acheminait? Il le dit à la page suivante. Après avoir les rasiers, semé la terreur dans les villages africains. Il continue. Alors, il dit que les convois d'esclaves, après avoir approvisionné les marchés de l'Afrique, se dirigent tout du côté de l'Orient. Et ils sont embarqués à Kilauea sur l'océan Indien ou à Massawa sur la mer Rouge pour être conduits à la Mecque ou à Mascate. L'abbé Grégoire, de la littérature des nègres, il explique dans son ouvrage publié en 1801 de la littérature des nègres, il explique, page 89-90, tels sont les nègres du Sénégal qui travaillent avec ardeur. 10 pelletons, parce qu'ils sont sans inquiétude sur leurs possessions et leurs jouissances. Depuis la suppression de la traite, ajoute-t-il, les morts ne font plus de courses sur les nègres. Les villages se construisent et se repeuplent. Donc, vous le voyez ici, cela montre que s'il n'existait pas la traite, donc la guerre et la désolation, les razzias, l'enfer n'existeraient jamais en Afrique. Tidjane Ndiaye, dans son génocide voilé, page 139, il explique ici Stanley quand il est arrivé au Congo. Donc il dit, Stanley affirme qu'en descendant le Congo pour la première fois, il avait visité un pays grand comme l'Irlande et peuplé. Selon l'explorateur, d'1 million d'habitants, lorsqu'il revint dans cette contrée, peu d'années après, il la trouva dévastée. Des témoins oculaires lui assurèrent qu'il ne comptait pas plus de 5000 habitants. Les négriers arabo-musulmans étaient passés par là. C'étaient des ravageurs. Ces sacheurs d'hommes arrivaient en force suffisante avec leurs chevaux, leurs ânes, leurs chameaux, leurs longs vêtements, leurs fusils et des marchandises destinées aux échanges. Donc, c'est les négriers qui ont amené la guerre en Afrique. Et ces guerres sont dues à la traite. Pourquoi les Arabes ont instauré la traite négrière en Afrique? Alors, on nous dit à l'école souvent que presque tous les Africains expédiés à travers l'Atlantique, c'est-à-dire les esclaves, étaient destinés à des travaux agricoles, c'est-à-dire dans les plantations. Et la plupart des Africains destinés au Moyen-Orient étaient à des fins d'exploitation sexuelle, comme concubines, dans les harems et pour le service militaire, les eunuques.
Mais moi, je vais dire ça, mais je vais aussi je vais révéler ce que vous n'avez jamais entendu à l'école ou bien même autre part. Premièrement, depuis leur existence, les Arabes n'ont jamais gagné leur vie du milieu du travail. Pour comprendre pourquoi les Arabes se sont lancés dans le trafic des êtres humains, revisitons un peu les témoignages de l'époque. La traite orientale de Félix Berluy. Il dit à la page 55 un des grands résultats auxquels nous conduira cette étude sur la traite, une explication des plus claires que les faits nous donneront sur l'esclavage oriental, c'est que les musulmans ne savent pas travailler. Alors ici, il ne fait pas la différence entre les Arabes et les musulmans, parce qu'il y a des Arabes, même aujourd'hui, 20% des Arabes ne sont pas musulmans. Alors, c'est important de faire la distinction et la part des choses. C'est qu'il leur faut des serfs ou des esclaves, toujours des parents étrangers auxquels le travail soit remis. Tirant de Gorge, description de la négricie. Pages 8 et 9. Séparés en différentes tribus, ils ont acquis assez de force pour dominer les nègres et les pays voisins et pour leur faire la guerre avec avantage. Ces morts ne cultivent point la terre, ce travail leur paraît bas et humiliant. Et si dans quelques cantons il y a des terrains cultivés, c'est à leurs esclaves qu'ils le doivent. Ils leur abandonnent ce soin et la récolte moyennant une redevance en gain qu'ils payent à leur maître. Donc il a fait que confirmer ce que nous avions dit dans la vidéo précédente, c'est-à-dire les propos d'Abou Bakr